Leur présence dans le sol est invisible. Durant des centaines d'années, nous avons tout ignoré de leur existence. Aujourd'hui, elles nous dictent notre avenir. Elles nous ouvrent tout un champ de nouvelles possibilités, mais menacent de détruire notre environnement. Tout en bas du tableau périodique, il y a des éléments chimiques qui ont l'air un peu à l'écart et qu'on a tendance à oublier. Si on s'y intéresse de nouveau depuis quelques années, c'est parce qu'ils possèdent des propriétés très intéressantes pour de nombreuses technologies. La caractéristique essentielle de ces éléments, c'est qu'ils s'entendent comme larrons en foire et qu'il est difficile de les séparer les uns des autres. Pour moi, ce sont les catalyseurs du développement du XXIe siècle. Sans eux, il n'y aura pas de progrès. Dans ces réservoirs flotte l'avenir de l'humanité. Des éléments chimiques dont les propriétés trop énigmatiques leur ont longtemps valu d'être considérés comme sans valeur. Les chercheurs n'ont reconnu leur utilité qu'il y a quelques années, amorçant ainsi une révolution technique. Aujourd'hui, ces éléments sont plus précieux que l'or ou le pétrole. Ce sont les terres rares. Ces éléments sont considérés comme rares parce qu'ils sont très difficiles à isoler chimiquement. Mais une fois isolés, ils se prêtent à de nombreuses applications modernes. Smartphones, tablettes, véhicules hybrides ou électriques, toutes les technologies qui nous entourent aujourd'hui utilisent les terres rares. Baotou, en Chine, la plus grande mine de terres rares du monde. Grâce à sa production, la Chine répond à la quasi-totalité des besoins mondiaux. En dehors du prométhium, très peu présent dans la nature, on trouve toute la gamme des terres rares en Chine. Quand on parle de terres rares aujourd'hui, on pense aussitôt aux ressources chinoises. Baotou est en réalité une mine de fer exploitée depuis 1927. Les terres rares étaient considérées comme des déchets jusqu'à ce que leur prix se mette à grimper sur le marché mondial. Il y a quelques dizaines d'années, les Chinois ont découvert sur un site de Mongolie intérieure que la couche qui recouvrait le minerai de fer était en fait du minerai de terres rares et qu'ils pouvaient séparer des terres rares du matériau déjà extrait et mis au rebut. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à produire des oxydes de terres rares. La Chine est-elle devenue leader sur le marché mondial par hasard? Le directeur de la Société chinoise des terres rares ne le pense pas. La Chine a commencé à prospecter les terres rares dans les années 50. Dans les années 60, nous avons développé une méthode d'extraction et entamé l'exploitation. Dans les années 80 et 90, nous avons lancé la production de masse. Fait incontestable, les pays occidentaux sont devenus dépendants de la Chine. Les terres rares, extraites en Chine, avec des méthodes polluantes et archaïques, sont indispensables aux entreprises de haute technologie du monde entier
pour fabriquer smartphones, éoliennes et véhicules électriques. Matthias Buchert de l'Institut d'écologie de Darmstadt sait la complexité de l'extraction et du traitement des minerais de terres rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terres rares ne se présentent jamais en tant qu'éléments isolés, mais sont toujours combinés. Elles ont des propriétés chimiques très semblables, ce qui implique des processus de séparation très pointus et énergivores pour obtenir des métaux de grande pureté. Brême, en Allemagne. Les terres rares sont encore peu abondantes et chères. Ces 20 dernières années, la consommation mondiale a doublé et elle devrait encore augmenter, d'où la recherche de nouveaux gisements. Andrea Koczynski, de l'Institut de géochimie de l'Université Jacobs à Brême, prospecte les eaux du Pacifique. Elle s'intéresse particulièrement à ces curieuses concrétions, potentiellement riches en matières premières. Parmi les gisements de minerais terrestres, beaucoup sont situés dans des écosystèmes reculés sensibles, dans la forêt primaire ou certaines zones côtières. Ou bien les mines se trouvent dans des pays où les conditions de travail sont scandaleuses. Ces inconvénients pourraient être évités par l'extraction en haute mer. Hawaï. Un navire d'exploration scientifique quitte le port d'Honolulu. À son bord, des scientifiques à la poursuite de terres rares. On connaît depuis longtemps l'existence de nodules et de croûtes de manganèse sur les fonds marins, qui sont très riches en métaux précieux. Autrefois, on collectait surtout du cuivre, du nickel, du cobalt et du zinc. Mais aujourd'hui que la demande en terres rares ne cesse d'augmenter pour les besoins des nouvelles technologies ou des technologies vertes, on s'intéresse de plus en plus aux éléments traces, dont la valeur économique ne cesse de croître. Des drones sous-marins vont explorer les fonds marins et recueillir des échantillons. Depuis 2006, l'Office fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles explore 2 sites dans le Pacifique. Une caméra vidéo montre ce qui se trouve sur le plancher océanique. Mais pourrons-nous récolter ces trésors aussi facilement? Les écologistes craignent une destruction des fonds marins. La haute mer abrite une vie complexe et les processus vitaux y sont très lents. Tout croît et se régénère très lentement parce qu'il y a très peu de substances nutritives. Si nous perturbons cet écosystème, nous ignorons le temps qu'il lui faudra pour se reconstituer. L'océan Pacifique regorgerait de millions de tonnes de terres rares. De quoi nous affranchir de la Chine. C'est du moins ce qu'espèrent les scientifiques. C'est un domaine de recherche assez récent, mais qui devrait prendre de l'ampleur. Si nous décidons d'exploiter ces nodules polymétalliques, toute la difficulté consistera à savoir comment extraire de façon sélective les métaux précieux, comme les terres rares. Andrea Koczynski voudrait découvrir comment se forment les nodules et ce qu'ils renferment. C'est assez régulier. Oui, apparemment le noyau se trouve au milieu. On voit très bien que ces 2 nodules s'organisent autour d'un noyau. La croissance du nodule se fait à partir d'un noyau microscopique qui repose sur le sédiment à 4 ou 5 000 mètres de profondeur. Il peut s'agir d'un fragment de roche sous-marine ou d'une dent de requin. Dans la colonne d'eau ou dans le sédiment, certains processus chimiques provoquent la cristallisation lente d'oxyde de manganèse et de fer de couleur noire autour du noyau.
Que recèle précisément ce grenier à minerais qui a nécessité des millions d'années pour se former sur le fond de l'océan? Nous nous intéressons particulièrement aux métaux précieux et aux terres rares, mais nous étudions aussi toute la palette des éléments chimiques. Si nous parvenons un jour à exploiter les terres rares ou d'autres métaux précieux, nous devrons le faire à partir de ces nodules polymétalliques. Les terres rares ne se présentent pas sous une forme minérale qu'on peut prélever mécaniquement. Les éléments se sont agglomérés les uns aux autres durant la croissance du nodule, et il faut d'abord comprendre la nature de cette concrétion noire pour pouvoir développer des méthodes d'extraction sélective. Les analyses montrent que les nodules contiennent une proportion élevée de terres rares. Des matières premières dont les technologies vertes du futur ont le plus grand besoin. Mais les installations solaires, les voitures électriques ou les éoliennes valent-elles la peine qu'on pille les océans? Le monde de demain sera-t-il vraiment écologique si nous devons anéantir des écosystèmes jusqu'à présent intacts? Il y a beaucoup de pays dans le monde qui en sont encore à développer des infrastructures pour assurer un niveau de vie décent à la population. Et lorsque ces pays voudront utiliser ces nouvelles technologies, censées être plus écologiques, nous aurons besoin des réserves de terres rares présentes sur leur territoire. Si nous voulons construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques dans le monde entier, nous devrons exploiter de nouveaux gisements de terres rares. Mais encore faut-il les localiser. Il y a des gisements spécifiques pour la plupart des métaux que nous utilisons dans la vie courante. Le fer, le chrome, le zinc, le plomb, le cuivre, etc. Il existe donc des structures bien définies et des minerais à partir desquels nous pouvons facilement extraire des métaux. Ce n'est pas le cas avec les terres rares. Au milieu d'un champ de blé en Saxe, des géologues sont sur une piste. Du temps de la RDA, les scientifiques y avaient cherché de l'uranium. Ils avaient trouvé des terres rares. Personne ne s'y intéressait alors et le puits a été refermé. Aujourd'hui, une société minière y effectue de nouveaux forages dans l'espoir d'exploiter ce qui serait le plus gros gisement de terres rares d'Europe. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche des investisseurs pour un projet en disant « Nous avons des documents très fiables de la RDA », on nous répond 9 fois sur 10 « Vous savez, la RDA, le socialisme, l'économie planifiée, on a moyennement confiance », ce qui nous oblige à confirmer les anciens résultats par de nouveaux forages. Avec leur trépan, les géologues forent profondément la roche. La quantité de minerais a été estimée à 4,4 millions de tonnes. Une bénédiction pour l'industrie high-tech allemande, jusqu'à présent tributaire des importations. Mais comment extraire ce trésor? Une immense mine à ciel ouvert en plein cœur de l'Allemagne? Non merci. La mine de Stockwitz fait 130 mètres de diamètre et plus d'1 kilomètre de profondeur. On aurait un trou gigantesque. C'est irréalisable. Non, il faudrait opter pour une exploitation souterraine, c'est-à-dire construire un puits avec une petite tour d'extraction, quelques maisons, et tout se ferait sous terre. Est-il rentable d'investir dans un gisement minuscule comparé aux mines chinoises? À l'issue du forage, on saura quelle est la concentration du minerai en terres rares, indiscernable à l'œil nu. L'or brille. Les diamants, on les reconnaît bien aussi. Mais les terres rares sont imbriquées dans une matrice très discrète, gris-ciment, sans éclat, qui passe complètement inaperçue. Il faut faire des analyses géochimiques pour savoir si elle contient des terres rares.
Une fois qu'on le sait, on peut supposer la présence de terres rares à tel ou tel endroit, mais on ne les voit pas à l'œil nu. Le néodyme augmente la puissance des aimants. L'yttrium produit des couleurs très vives sur les écrans d'ordinateur et le lantane améliore les performances des batteries de voitures électriques. Mais ces éléments chimiques ont longtemps été laissés de côté. Le cérium, par exemple, fut identifié en 1803. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard qu'un inventeur eut la révélation de son utilisation. Les premières utilisations de terres rares étaient limitées au cérium. Il servait à fabriquer des pierres à briquet. Mais également des manchons à incandescence pour lampes à gaz. C'était le principal débouché de l'extraction minière de terres rares. D'autres applications ont suivi. Par exemple, le lantane a permis de diminuer sensiblement le coût du raffinage du pétrole et de la fabrication de l'essence. Si on n'utilisait pas de lantane, le prix de l'essence en Allemagne serait probablement entre 10 et 30% plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Mountain Pass en Californie. Longtemps avant la Chine, les États-Unis ont été les principaux producteurs de terres rares. On nous demande souvent où trouver des terres rares. Eh bien, dans votre jardin, mais en concentration si faible qu'on ne peut pas les extraire. Tout le problème consiste à trouver des gisements importants et fortement concentrés. Durant des dizaines d'années, la mine de Mountain Pass a été considérée comme la plus grande réserve de terres rares du monde. L'exploitation du site a démarré en 1949, lorsqu'on a découvert une signature radioactive sur un affleurement rocheux. Les analyses ont montré qu'il s'agissait d'un minerai extrêmement riche en terres rares. Le problème des mines, comme celle de Mountain Pass, c'est que les terres rares sont souvent liées à d'autres éléments. Certains sont radioactifs. La raison pour laquelle les terres rares sont mélangées à des éléments radioactifs s'explique par la nature géologique du terrain. Selon les géologues, il y avait à cet endroit 8 cheminées volcaniques par lesquelles remontait de la roche en fusion de type carbonatite qui s'est désagrégée et déposée en couches pour former ce gisement. De 1965 à 1995, la mine de Mountain Pass est le premier fournisseur de terres rares dans le monde. Elles entrent dans la composition des briquets, des lampes à gaz, des téléviseurs couleurs et de l'essence. Mais les procédés d'extraction sont complexes et peu fiables. En 1998, c'est l'accident. 1 milliard de litres d'effluents radioactifs et toxiques fuient d'un réservoir non étanche et contaminent une réserve naturelle. Après l'entrée en vigueur de normes environnementales plus strictes, la mine perd sa rentabilité et ferme ses portes en 2002. Note that you already have a meeting about budgets at 12 p.m. Shall I schedule this anyway? Move it to 2. Peu après, une révolution technologique déferle sur le monde, avec l'apparition des smartphones et des écrans plats. La demande de voitures moins polluantes et d'énergie renouvelable explose. Autant de technologies consommatrices de terres rares.
Nous sommes actuellement 7 milliards sur la planète. Dans 40 ans, nous serons 2 ou 3 milliards de plus. Nous aurons besoin de nourriture et d'eau potable, mais aussi de métaux de terres rares pour fabriquer des téléphones portables, des voitures, des éoliennes. Ces objets sont devenus des besoins humains à part entière, et la demande de matières premières va exploser. Pékin, en Chine. Les Chinois occupent la place vacante laissée par les Américains dans le secteur des terres rares. La nouvelle puissance économique est en mesure d'offrir matières premières et produits finis à des prix défiant toute concurrence sur le marché mondial. Dans les villes en plein boom économique, les gratte-ciel poussent comme des champignons et la demande intérieure de biens de consommation grandit. La Chine est par exemple au premier rang mondial pour le nombre d'utilisateurs de téléphones portables. Pour répondre à la demande croissante de smartphones et de téléviseurs à écran plat, la Chine augmente sa production de terres rares. Les autres pays ferment progressivement leurs mines qui ne sont plus concurrentielles. Ces 10 ou 15 dernières années, la Chine s'est taillé la part du lion dans l'extraction et la production proprement dite, mais aussi dans l'industrie de la séparation des terres rares. Aujourd'hui, environ 97% des terres rares sont transformées en Chine, qui se retrouve ainsi en position dominante sur le marché. En 2011, le gouvernement chinois décide de réduire ses exportations de terres rares. Les mines diminuent leur production. Le monde prend la mesure de l'hégémonie de la Chine. La hausse des prix sur le marché mondial se répercute sur certains produits. Le prix des ampoules à basse consommation d'énergie, par exemple, augmente de 25%. La diminution des exportations chinoises couvait déjà depuis un certain temps. La Chine a réduit ses exportations pour plusieurs raisons. Pour répondre à la croissance de la demande interne, et aussi parce qu'elle veut fabriquer des produits finis au lieu de se contenter d'exporter des oxydes de terres rares à l'état brut. Le reste du monde s'interroge sur les raisons de cette politique. Volonté de réduire la pollution ou tentative d'imposer sa suprématie? Je veux bien croire que la Chine diminue sa production pour des raisons de protection de l'environnement. C'est un pays en pleine mutation. Mais je suis convaincu qu'elle le fait avant tout pour consolider son monopole et son emprise sur le marché. Jusqu'à présent, l'atout de la Chine est la filière minière. Le traitement du minerai, qui met en œuvre des procédés complexes, est un secteur lucratif, pour l'instant aux mains du Japon, de l'Europe et des États-Unis. De nombreux experts pensent que la Chine souhaite développer cette industrie de transformation sur son sol, ce qui lui permettrait de dominer le marché des produits finis à base de terres rares. Si la Chine peut fournir 97% du marché, c'est uniquement parce qu'elle a une main-d'œuvre bon marché et des coûts très bas. L'extraction du minerai là-bas a un coût bien moins élevé qu'aux États-Unis, par exemple. Nous sommes devenus tributaires des exportations chinoises. Des pans entiers de l'économie ne peuvent plus se passer des terres rares. Si nous ne pouvons sécuriser notre accès aux matières premières, ce sera le retour à l'âge des ténèbres, au sens littéral. Car même les tubes fluorescents et les ampoules basse consommation contiennent des terres rares. Les gouvernements des États-Unis, des pays d'Europe et du Japon ont déposé une plainte contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce et cherchent activement de nouvelles sources d'approvisionnement dans le monde.
Qu'un pays protège ses mines en les laissant inexploitées revêt aussi une importance géostratégique. Les États-Unis ont quelques gisements de pétrole auxquels ils n'ont pas encore touché. Ils s'approvisionnent ailleurs. Moi aussi, j'économiserais mes réserves si je trouvais le même produit moins cher sur le marché. Pérenniser ces réserves de matières premières est un choix pertinent. Bergisch Gladbach en Allemagne. La politique de la Chine en termes de matières premières affecte particulièrement les entreprises qui utilisent d'importantes quantités de terres rares. C'est le cas de la firme Max Berman, qui fabrique des aimants. Son fondateur a inventé la porte de réfrigérateur à joint magnétique. Aujourd'hui, l'entreprise travaille essentiellement avec l'industrie automobile. À chaque usage correspond un aimant particulier. À l'heure actuelle, nous avons plus de 50 formules différentes à partir desquelles nous fabriquons des aimants personnalisés. Nous produisons 100 millions d'aimants par an, ce qui correspond à 1000 tonnes de matériaux, dont 50 tonnes à base de terres rares. Tous les aimants de dernière génération contiennent du néodyme ou du dysprosium qui en améliore la puissance et la longévité. Les aimants néodyme fer-bore sont en priorité utilisés dans les dispositifs de détection, capteurs, essuie-glaces, logiciels de suivi d'entretien, Et aussi dans les systèmes de direction pour détecter les mouvements rotatifs ou angulaires sans contact dans le but d'améliorer le confort de conduite. Mais la pénurie et le coût excessif des matières premières pénalisent les fabricants d'aimants. La pénurie d'oxyde de néodyme a entraîné des spéculations qui ont fait exploser les prix. Ils ont été multipliés par 4 en l'espace de 2 ou 3 mois. Cela a provoqué des arrêts de la production et des retards de livraison. Dépassement des délais de livraison, flambée des coûts, la crise frappe l'entreprise de plein fouet. Certains projets déjà entamés ont dû être annulés. L'industrie tente de jongler entre la cherté des matières premières et leur pénurie ponctuelle. De nombreux secteurs économiques sont confrontés aux mêmes difficultés. Toutes les industries consommatrices de terres rares en Europe centrale et en Amérique du Nord souffrent à la fois du prix élevé des matières premières et de la dépendance stratégique entretenue par la Chine. Delitzsch, en Allemagne. Dans les paysages bucoliques de Saxe, un inventeur tente de sortir l'industrie high-tech de ce dilemme. Wolfram Palitsch défriche un tout nouveau domaine de recherche. Ce chimiste cherche à mettre au point un procédé de recyclage des terres rares contenues dans les déchets industriels. Sur cette assiette se trouvent des déchets issus de la production d'aimants permanents. Il y a du fer, mais aussi des terres rares, comme le néodyme, le dysprosium et le praséodyme. Nous allons tenter d'isoler ces éléments. La première étape consiste à chauffer les déchets magnétiques dans un haut fourneau.
L'industrie high-tech et les technologies vertes produisent des déchets très variés. La production d'aimants en génère elle aussi une grande quantité. Nous avons commencé à mettre en place des procédures de recyclage consistant à séparer et purifier chaque composant pour les réintroduire ensuite dans le circuit économique. L'état actuel de la technique ne permet de recycler qu'un seul élément à la fois. Mais Wolfram Palitsch ambitionne de revaloriser l'ensemble des matériaux qui composent les aimants. Cela ne sert à rien, par exemple, de recycler l'or contenu dans un kilo de déchets électroniques sans s'occuper des éléments secondaires. Valoriser les terres rares à partir de nos déchets au lieu de les extraire et de les transformer par des méthodes polluantes, l'idée est séduisante. Mais le procédé n'en est qu'à ses balbutiements et ne s'applique pas à toutes les terres rares. Actuellement, Wolfram Palitsch se concentre sur le recyclage du néodyme. On élimine toute l'eau grâce à un évaporateur rotatif. L'eau change de couleur selon qu'elle contient du sel de néodyme ou pas, et elle passe respectivement du rose au bleu. C'est en cours. Ça devrait devenir bleu plus vite qu'avant. Espérons-le. Maintenant, c'est bien bleu. C'est toute la beauté de la chimie. Elle nourrit notre âme. En laboratoire, le procédé est au point. Mais le recyclage des terres rares peut-il être réalisé à l'échelle industrielle? La découverte du chimiste pourrait-elle contribuer à remédier à la pénurie des matières premières? Il le faudrait. Nous voulons remplacer les voitures à moteur à essence par des véhicules électriques. Mais ceci nécessite des aimants très puissants, avec une forte teneur en terres rares. Les moteurs électriques génèrent des températures relativement élevées. Chaque facteur d'inefficacité se traduit par un surcroît de chaleur. C'est pourquoi ils ont des températures de fonctionnement plus élevées qu'on pourrait le croire. Et sans dysprosium, ils ne fonctionneraient pas. Le dysprosium rend les aimants des moteurs de voitures électriques plus résistants à la chaleur. Mais c'est un produit polluant et cher. C'est pourquoi les fabricants cherchent une solution de remplacement. Ames, aux États-Unis. Dans cette petite ville universitaire de l'Iowa, Bill McCallum a entrepris de révolutionner la construction des moteurs électriques. Ces recherches sont si innovantes que le gouvernement des États-Unis s'est associé au projet. Les chercheurs analysent au microscope électronique un de leurs derniers aimants. Pour le moteur électrique du futur, McCallum mise sur une toute nouvelle formule, excluant les éléments les plus onéreux. Avec la technologie actuelle, les aimants utilisés pour les voitures et les éoliennes doivent contenir du dysprosium. C'est une terre rare lourde, beaucoup plus rare que les terres rares légères. Le dysprosium ne représente qu'une infime proportion de toutes les terres rares contenues dans la croûte terrestre.
Or, les aimants des voitures électriques en contiennent actuellement 8%, ce qui est inenvisageable sur le long terme. Pour résoudre ce dilemme, les scientifiques expérimentent de nouvelles formules. En remplaçant, par exemple, le dysprosium par le cérium, très abondant sur Terre, mais dont les propriétés magnétiques sont faibles. Il faut trouver la bonne recette. Le mélange est d'abord chauffé à haute température. Le dysprosium est très problématique, tant pour les Chinois que pour les Européens ou les Américains, car vu les quantités disponibles, nous en utilisons trop par rapport au néodyme, au praséodyme ou à d'autres terres rares. La toute nouvelle formule doit être analysée. Le mélange est refondu, puis versé sur une roue à rotation rapide. Un vide empêche l'air d'entrer en contact avec le mélange et de le contaminer. Sous l'action de la chaleur, un ruban métallique très mince se forme, qui se décompose en petits morceaux. Ces morceaux ne contiennent plus que d'infimes quantités de dysprosium. Mais les chercheurs espèrent que l'aimant aura les mêmes propriétés magnétiques. Nous mettons le dysprosium à des endroits bien précis. Si on en place au milieu de l'aimant, ça ne sert à rien. Nous développons des procédés permettant de positionner le dysprosium à l'endroit voulu, de façon à réduire la quantité nécessaire. Dans le laboratoire voisin, on analyse les petits rubans métalliques. Chaque morceau est fixé sur la lame avec de la colle. Avec chaque nouveau mélange, Bill McCallum espère se rapprocher de l'aimant parfait. C'est prêt? Oui, on peut y aller. La mise au point d'un super aimant est un processus de longue haleine et qui coûte cher. La participation du gouvernement américain montre que les dirigeants politiques ont pris conscience de l'importance de tels projets pour l'avenir. C'est une courbe encourageante. Nous avons constaté que nous pouvions fabriquer des aimants avec moins ou pas du tout de dysprosium ou de néodyme, tout en gardant la même efficacité pour les voitures électriques. Usine de production du constructeur de voitures de sport Tesla. La petite entreprise a tout misé sur les voitures électriques et n'utilise plus de terres rares dans ses moteurs. Comment est-ce possible? Grâce à des moteurs conçus pour fonctionner sans aimant classique. D'autres constructeurs se sont engagés dans la même voie. Depuis 2 ans, les constructeurs automobiles s'efforcent de repenser la conception de leurs produits en éliminant les terres rares. Cela a coïncidé avec la flambée des prix des matières premières chinoises. Si le prix des aimants dépasse un certain seuil, les constructeurs chercheront une autre solution. Les gros constructeurs automobiles s'intéressent aux découvertes de Tesla pour fabriquer des voitures de série sans terres rares. Moins d'émissions de CO2 pour les voitures et moins de rejets lors de la production d'électricité.
L'énergie éolienne est en progression partout dans le monde. En 2020, elle devrait représenter 6% de la production mondiale d'électricité, soit l'équivalent de 130 centrales nucléaires. Seulement voilà, les turbines d'éoliennes offshore, si elles sont très performantes et nécessitent peu de maintenance, elles fonctionnent avec de gros aimants contenant d'importantes quantités de terres rares, un problème de taille pour l'environnement. Presque toutes les énergies renouvelables ont recours aux terres rares. On attend de ces énergies qu'elles n'utilisent pas de métaux non renouvelables. Or, les terres rares sont exactement le contraire. Par exemple, une éolienne de 5 MW utilise environ 800 kg de néodyme et 200 kg de dysprosium, soit quasiment 1 tonne de terres rares. En matière d'énergie éolienne, le plus grand marché émergent est la Chine. Les constructeurs ont recours aux terres rares. Les derniers modèles nécessitent jusqu'à 4 tonnes de ces précieux éléments, d'où le risque d'épuisement de la ressource. Würzburg, en Allemagne. Les scientifiques de l'Institut Fraunhofer pour la recherche sur les silicates s'intéressent aux grandes quantités de terres rares utilisées dans les éoliennes et les voitures électriques, mais aussi dans les ordinateurs et les téléphones portables. Pour eux, ces appareils représentent autant de gisements potentiels de matières premières. Le pourcentage de terres rares actuellement récupérées à partir des déchets est quasiment nul. Cela est dû au fait que ces métaux sont utilisés en faible quantité et dispersés dans plusieurs éléments fonctionnels. Lorsque les appareils sont recyclés, on récupère le cuivre par exemple, mais pas les métaux de terres rares. Nous devons trouver le moyen de séparer ces éléments, puis de les concentrer suffisamment pour obtenir de nouveaux métaux de terres rares. Mais le recyclage d'appareils complexes comme les portables pose problème. Car personne, pas même les fabricants, ne connaît la liste des composants utilisés. De nombreuses pièces proviennent de sous-traitants qui, eux-mêmes, reçoivent les matériaux d'autres fournisseurs. Il faut d'abord savoir ce que contiennent précisément les appareils. Il faudrait créer une banque de données répertoriant tous les composants des différents appareils présents sur le marché. Une fois que nous les aurons identifiés avec exactitude, nous pourrons isoler les éléments et les concentrer pour rentabiliser leur recyclage. Actuellement, il n'est pas rentable de récupérer les infimes quantités de terres rares contenues dans une montagne de déchets industriels issus des téléphones portables. Grâce au microscope électronique à balayage, les chercheurs sont capables de détecter les plus petits éléments traces. Si nous voulons entrevoir toute la richesse des déchets électroniques, il faut plonger au cœur des matériaux. C'est à l'échelle moléculaire qu'apparaît la valeur cachée de nos appareils usagés. Jusqu'à présent, le gaspillage dû aux appareils jetés n'était mesuré qu'en termes monétaires. Mais une fois que les producteurs se seront rendus compte qu'ils gaspillent des matières premières qui leur appartiennent et qu'ils sont ensuite obligés de racheter, ils créeront un cercle vertueux du recyclage des matériaux. L'observation au microscope révèle les composants d'une pièce.
les taches grises correspondent aux terres rares. Le logiciel d'analyse ne met que quelques secondes à les identifier. Néodyme et dysprosium. Mais le recyclage à l'échelle industrielle n'est pas pour demain. L'Europe a l'occasion de jouer un rôle pionnier dans le recyclage des terres rares. C'est d'autant plus nécessaire que nous fabriquons des produits qui en contiennent, mais que nous n'avons pas les ressources naturelles adéquates. D'un autre côté, nous avons déjà commencé à développer des technologies vertes, nous ne partons pas de zéro. Il ne s'agit pas de recycler uniquement les terres rares, mais aussi les matières premières contenues dans les ordures ménagères, notamment les métaux courants comme le cuivre ou l'aluminium. Dans ce domaine, l'Europe est très bien positionnée et peut tirer son épingle du jeu. Da sind wir stark und das ist für Deutschland, für Europa eine riesige Chance. Wir als Bürgerinnen und Bürger, wir als Nutzer eines Gerätes müssen wissen, en tant que citoyens et utilisateurs d'un appareil, nous sommes en droit de savoir quels matériaux il contient. Lorsqu'on fouille nos déchets, on s'aperçoit qu'il y a 10 ou 20 téléphones portables. Ils sont obsolètes et ils sont simplement incinérés. Mais un portable, c'est une mine, au même titre qu'une roche. D'où le concept d'urban mining, qui consiste à recycler les métaux contenus dans les produits en fin de vie. Le recyclage n'est rentable que si le prix des matériaux recyclés est plus faible que celui des matières premières issues de l'extraction minière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faudra attendre 10 ou 15 ans l'inéluctable hausse des prix des matières premières pour que la technologie du recyclage soit économiquement viable. Les Américains ont rouvert Mountain Pass, jadis la plus grande mine de terres rares du monde. Cette décision intervient dans un contexte de hausse des prix sur le marché mondial et d'une volonté de s'affranchir de la Chine. Un projet porteur d'espoir pour l'industrie américaine et un investissement payant pour la société d'exploitation minière. Celle-ci espère décrocher 15 à 20% de part de marché mondial et escompte des prix plus stables. Des techniques de pointe permettront de réduire l'impact environnemental. L'entreprise produira plus propre que par le passé et moins cher que ses concurrents chinois. In the processes that have typically been used in China, les Chinois utilisent des acides agressifs pour dissoudre les matières radioactives comme l'oxyde de thorium. Elles se dissolvent comme du sucre se dissout dans l'eau. Certains produits chimiques puissants font la même chose avec les matières radioactives. Ça se dissout et ça contamine les eaux usées. Ou bien ça empoisonne la nappe phréatique. Nous avons développé une technique qui empêche les matières radioactives de se dissoudre. Elles restent à l'état solide et nous en extrayons les terres rares. Il nous a fallu du temps pour trouver comment procéder. Les terres rares ont beau être primordiales pour notre avenir, les effets subis par l'environnement sont difficilement contrôlables. Mais des solutions existent.
Notre objectif est d'être l'entreprise de référence dans le domaine des terres rares au niveau mondial, la plus innovante. Nous continuons de chercher de nouvelles opportunités et essayons d'avancer le plus vite possible. Mais les tonnes de terres rares contenues dans les voitures électriques et les éoliennes n'aggravent-elles pas les problèmes d'environnement qu'elles sont censées résoudre? Pour le moment, du moins, les bénéfices sont très supérieurs aux dégâts. Nous devons nous efforcer de pérenniser cette situation en mettant en place, par exemple, des programmes de suivi garantissant que l'extraction de ces éléments n'a pas d'effet délétère sur l'environnement. Nous savons tous que ces matières premières ne sont pas inépuisables. Nous devons apprendre à raisonner en termes de cycle. Si nous intégrons la revalorisation des terres rares dès la phase de production, nous profiterons plus longtemps de leurs avantages. Nous sommes dans un dialogue permanent avec les politiques, les industriels, la Commission européenne. Il y a 2 ou 3 ans, quand vous abordiez le thème de la pénurie des matières premières, on vous prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est entré dans la conscience collective. Les gens sont informés sur les métaux de terres rares. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réflexion globale. Nous devons gérer ces matières premières de la même façon que nos ressources alimentaires.